l'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est une demande qu'on avait régulièrement des producteurs. On a fait beaucoup de conférences sur le chaulage, sur la plantation d'érable, qui sont des sujets qui sont plus faciles à couvrir que l'aménagement, parce que l'aménagement forestier, quand on n'est pas en forêt, c'est difficile de dire à quelqu'un regarde, voici ce que tu dois faire, tu arrives dans le bois, puis là, tu sais exactement ce qu'il y a à faire. Évidemment, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous montrer exactement comment aménager votre érablière, mais c'est de vous donner des balises, vous donner une idée de quoi surveiller. D'une part, puis d'autre part, ben, on va réussir à aller chercher des choses que je n'avais pas prévu de dire qui vont intéresser probablement tout le monde. Ça fait environ 50 ans que les érablières, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très populaire au Québec, autre que pour produire le sucre familial. Mais les érablières en Amérique du Nord, ça fait des milliers d'années qu'ils existent. Et puis dans les dernières 50 ans, on a vécu beaucoup de problèmes, des problèmes de dépérissement. On a eu des grands avals, verglas, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont affecté nos érablières, puis on voit qu'il y a des érablières qui ont de la misère à s'en remettre. Donc, l'idée de l'historique, c'est vous montrer que les érablières qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment des érablières qui ont été créées par nous. On n'est pas dans les érablières naturelles d'avant la colonisation. Ensuite, on va parler des meilleures essences compagnes à avoir dans vos érablières. Est-ce qu'on garde du résineux? Est-ce qu'on garde du hêtre? On garde-tu le sapin? C'est quoi les meilleures espèces pour notre sol? C'est quoi les meilleures espèces au niveau de la végétation qui vont nous indiquer qu'on a un sol riche ou qu'on a un sol pauvre? Donc, on va faire un petit résumé de tout ça. Évidemment, il y a beaucoup de photos dans la présentation. J'espère que ça va bien sortir à l'avant. C'est toutes des photos qu'il y a dans le guide d'aménagement acéricole et qui se trouvent facilement sur Internet. Mais l'idée, c'est de vous donner une idée de ce à quoi ces plantes-là ont l'air. Ensuite, on va parler des défauts. Est-ce que si j'ai une branche qui est arrachée sur un arbre, est-ce que cet arbre-là va mourir? Combien de temps il peut vivre encore? Est-ce qu'un champignon, je dois couper l'arbre tout de suite ou pas encore? Les défoliations d'insectes. Y en a-tu parmi vous à main levée qui ont eu de la livrée des forêts depuis 2018 dans leur érablière? De l'Estrie? Oui, il y en a. Il y a eu de l'arpenteuse de Bruce aussi dans le coin de Frampton en Beauce cette année. Il y a des épidémies d'insectes, puis souvent les épidémies d'insectes qui ont lieu une fois aux 20, 30, des fois 40 ans. Fait qu'on en voit une par génération. Fait que c'est comment on réagit quand il y a une épidémie d'insectes. Y a-t-il de quoi à faire? Ça vaut-tu la peine? Et puis finalement, je vais terminer la présentation avec, bon, une fois qu'on sait c'est quoi nos essences compagnes à favoriser, une fois qu'on sait c'est quoi les arbres qui ont des défauts qu'on devrait couper, ben, est-ce qu'il faut les couper rapidement ou est-ce qu'il y a des choses à faire avant de les récolter? Avant d'aller plus loin dans la présentation, là, gardez toujours en tête que l'érable à sucre, ce n'est pas une espèce qui est faite pour pousser partout. L'érable à sucre, ça pousse sur des sols qui sont fertiles, qui sont bien drainés, qui ont des sols profonds. L'érable n'est pas faite pour pousser sur un pied de terre avec du cap en dessous. L'érable à sucre n'est pas faite pour pousser sur des dessus de montagne, puis elle n'est pas faite pour pousser sur des milieux qui sont humides, qui sont trempes. L'érable rouge est mieux adapté à ce niveau-là. Mais souvent, une des erreurs qui est commune en aménagement forestier, en érablière, c'est qu'on veut mettre de l'érable à sucre partout, alors que ce n'est pas une espèce qui est performante partout. On va y revenir régulièrement durant la présentation. Donc, un petit historique de nos érablières. Les faits historiques que je vais vous présenter aujourd'hui, ils viennent de 4 sources principalement. Ils viennent des relevés de pollen puis de charbon qui ont été retrouvés dans le fond des lacs, qui avaient des fois parfois quelques milliers d'années. Et puis ces indices-là nous indiquent c'était quoi la composition forestière avant la colonisation des Européens. Et depuis la colonisation, ben, on a des analyses de souches de cernes de bois. On a même des registres de vente, des ventes de bois. Le prix du bois, il y a 300-400 ans, on l'a. C'est qu'est-ce qui était transigé à l'époque. Puis on a aussi des relevés d'arpentage. Les arpenteurs, à l'époque, ils notaient les arbres sur leur tracé parce qu'il n'y avait pas de GPS. Les systèmes étaient beaucoup moins bien faits. Donc, ils notaient les essences de bois sur les lots pour permettre aux gens de les reconnaître. Puis en ayant tous les relevés d'arpenteurs, on peut savoir les érablières, il y avait quoi dans les érablières? C'était-tu juste de l'érable à 100%? C'était-tu 50% érable, 50% bouleau jaune? On a une bonne idée avec ça. Ce qu'on apprend quand on étudie ça, c'est que les Premières Nations, les Abénaquis sur le bord de la rivière Etchemin, les Iroquois, les Algonquins, les Autochtones qui étaient au Québec à l'époque, qui ont peu affecté nos érablières. Très, très peu. Grosso modo, ce qu'ils faisaient les Autochtones à l'époque, il y avait des villages de 100-150 arbres qui bûchaient, qui travaillaient pour faire des outils, faire des sites pour la chasse, etc.
Et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont favorisé un peu le chêne, les peupliers, les bouleaux, mais il n'y a aucune trace de ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très important ce que les Premières Nations ont fait. C'est vraiment la colonisation qui a vraiment créé les érablières qu'on a aujourd'hui. Parce que durant la colonisation, bon, au début, quand les Français, les Anglais sont arrivés en Amérique du Nord, il y avait des forêts qui étaient presque vierges, presque pas affectées par les Autochtones. Puis au début, ils ont récolté pour faire des bâtiments, évidemment, des postes de traite. Euh, mais rapidement, ils ont découvert des essences de bois qui avaient une forte valeur. Le pain blanc pour la construction de bateaux. Il y avait beaucoup plus de pain blanc en Beauce, en Beauce-Estrie, dans le temps qu'il y en a aujourd'hui. Du chêne rouge, il y en avait beaucoup le long de la rivière Chaudière. Le chêne rouge, il y en a-tu qui en a déjà vu sur leur lot ici? C'est très rare aujourd'hui. Il y en a encore un petit peu dans certains parcs. À Beauceville, le parc des Rapides du Diable, je crois, il y a des chênes rouges au parc. C'est des reliques du passé. Les chênes rouges étaient exportés en Europe pour faire des tonneaux. Fait qu'il y a beaucoup d'essences qu'on a perdues, qui ont diminué beaucoup en abondance. Lors de la colonisation, ça a été encore pire durant le blocus de Napoléon. Là, je ne vais pas faire une grosse parenthèse historique. Je vais endormir tout le monde, mais bref, ce qui est arrivé, là, c'est que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, se sont vus couper leur approvisionnement en matières premières du reste de l'Europe. Fait qu'ils se sont mis à piger tout leur bois en Amérique du Nord. Ce que ça a fait, c'est qu'on a exporté, je pense, c'est 600 000 mètres cubes de bois, là, la guerre napoléonienne, juste en pain blanc puis en chêne rouge, pour faire des bateaux et des tonneaux en Bretagne. Je pense qu'on a beaucoup écoulé les stocks du sucre du Québec là, dans ces essences-là. Et puis après ça, ben, il y a toutes des histoires de tarifs préférentiels qui ont favorisé l'exportation de nos essences qui ont beaucoup de valeur. Nos érables, nos bouleaux jaunes, nos épinettes rouges, qu'on appelle souvent épinettes jaunes aussi en Beauce, qui n'est pas le mélèze, il ne perd pas ses aiguilles. L'épinette rouge, l'épinette qu'on voit en érablière qui a des grosses écailles, a été beaucoup, beaucoup exportée aussi à l'époque. Ce qui fait en sorte qu'ils ont disparu un peu de érablières ou qui sont beaucoup moins abondantes. Et puis, depuis les années 80, de 1900 à 1990, il y a eu les coupes à diamètre limite. Il y en a-tu qui savent un peu ici, c'est quoi les coupes à diamètre limite? C'était à l'époque, les compagnies forestières faisaient ça dans les érablières. Les coupes à diamètre limite, c'est qu'ils coupaient tous les beaux sujets qui étaient sains au-delà d'un certain diamètre. Fait qu'ils disaient, bon, ici, on coupe toute l'érable qui a plus que 20 cm en montant. Et puis, ces coupes-là, ben, c'est des coupes d'écrémage. Ce qui a eu comme conséquence qu'on a liquidé plusieurs espèces intéressantes à l'époque. Comme je disais tantôt, les pins, les épinettes, ils ont été liquidés de beaucoup d'érablières en Chaudière-Appalaches. Et on a perdu beaucoup de diversité dans nos érablières. On sait qu'avant la colonisation des Européens, il y avait de 20 à 30 d'espèces compagnes dans nos érablières. Aujourd'hui, quand on se promène dans les érablières, on est généralement moins de 10 d'essences compagnes. En général, les gens qui sont biologiques, y en a-t-il des gens qui sont biologiques ici à main levée? Une bonne partie des gens. Les gens biologiques, on doit tendre vers 15 mais 15 c'est pas rien. Là. Si tous les arbres avaient le même diamètre, 15 c'est un arbre sur 6 qui n'est pas un érable. Dans une érablière, c'est pas rien. Mais avant la colonisation, c'était un arbre sur 4 environ, pas un érable. Donc, on est vraiment loin des érablières naturelles. On a perdu beaucoup en qualité dans les peuplements du Québec. En coupant les arbres qui étaient sains, on gardait les arbres qui étaient carriés, les arbres qui avaient des défauts, qui ont appauvri le patrimoine génétique. On protégeait peu le sol aussi et la régénération, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas régénéré toujours les espèces qu'on voulait. Il y a des érablières qui étaient des belles érablières à check avec l'épinette rouge sont devenues des érablières plus à sapin. Les érablières avec moins de 10 d'essence compagne, c'est le fun à exploiter parce que ça fait beaucoup de sirop par hectare. Par contre, le désavantage, puis là on le voit, c'est que quand il y a des précipitations acides, les érablières, peu, ils ont dépéri beaucoup. Quand il y a eu la livrée des forêts, qui est un insecte qui s'attaque aux érables principalement, les érablières qui étaient pures en érable, ils en ont arraché beaucoup plus. Fait que les forêts qui sont pures en une seule ou deux essences sont plus vulnérables aux insectes et aux maladies en général. La diversité, ça aide pour les insectes et les maladies, mais ça aide aussi pour la santé de notre sol, le pH du sol, la quantité de calcium disponible dans le sol. On sait que l'érable à sucre, c'est une espèce qui est exigeante en calcium. Donc, les espèces compagnes vont nous aider à maintenir ça sans avoir besoin de chauler régulièrement notre érablière. Parlant d'espèces compagnes, c'est lesquelles préfère-t-on en érablière?
On entend souvent dire que les résineux et le hêtre, ça n'a pas d'affaire dans nos érablières. On dit souvent les résineux, ça n'a pas sa place, ils vont mourir, etc. Ils vont faire du trouble, ils vont faire geler ma tublure. C'est vrai que le sapin, quand il se régénère en bosquet très dense, là, en Saint-Michel, là, pour ceux qui utilisent encore ce terme-là, un terme dont j'ignore l'origine encore aujourd'hui, on sait que ça peut être tannant et qu'il faut travailler avec le sapin, il faut l'éclaircir. Par contre, les relevés historiques nous montrent qu'il y avait du résineux dans nos érablières, les érablières avant nous autres. Il y avait surtout du pin blanc, de la pruche et des épinettes rouges, principalement. Puis c'était des bonnes espèces compagnes, puis on cohabitait avec les érablières, puis il faut faire preuve d'un petit peu d'humilité. Les érablières mélangées d'avant la colonisation sont maintenues pendant des centaines, voire même des milliers d'années. Puis depuis 500 ans, il y a plusieurs problématiques qui sont arrivées. Puis on n'est pas étranger à ça. L'idée, c'est vraiment de les aménager différemment, un petit peu différemment. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est que l'acidité de mon sol est liée est due au fait qu'il y a trop de sapins et il y a trop de hêtre dans mon érablière. Ça aussi, c'est un petit peu un mythe. Vous voyez tout au bout du graphique, là, ça c'est le pH des feuilles d'érable à sucre et d'érable rouge. L'érable rouge est un petit peu plus acide que l'érable à sucre. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est que le sapin et le hêtre, ils sont capables de pousser sur un sol qui est acide, alors que l'érable à sucre n'est pas capable. Le problème avec l'érable à sucre en peuplement pur, c'est que l'érable à sucre va acidifier son sol. Le pH idéal là, pour un érable à sucre dans le sol, il se situe ici. Peut-être même un petit peu plus parfois. Puis le pH de l'érable, il est ici, là, un peu plus que 4. Donc, une érablière pure en érable va acidifier son sol. Le rôle des espèces compagnes, comme le tilleul, il y a le noyer, il y a le peuplier, le bouleau jaune, qui n'est pas loin non plus. Le tilleul d'Amérique, c'est la meilleure espèce pour balancer le pH du sol et donner du calcium aux arbres. Il y en a qui appellent ça du bois blanc. Le tilleul, c'est un bois qui est tendre, qui fait des grosses feuilles qui ont un peu une forme de cœur. C'est la meilleure espèce compagne qu'on a dans la région ici pour nos érablières. Le problème avec le hêtre, on voyait tantôt que sa feuille est beaucoup moins acide que la feuille d'érable à sucre. Le problème avec le hêtre, pourquoi on l'aime moins, c'est que ses feuilles sont pauvres. La litière est coriace, elle n'est pas intéressante pour les décomposeurs, ce qui fait en sorte qu'elle se décompose très lentement, puis ça forme une épaisse couche de feuilles au sol. Puis les semences d'érable, les samars, ils ne sont pas capables de germer au travers de cette couche de feuilles-là. Ce qui fait en sorte que souvent, quand tu as une forêt qui a beaucoup de hêtre, il y a juste du hêtre qui pousse en dessous. Parce que les graines, ils ne parviennent pas à germer, à atteindre le sol minéral. Puis encore pire que ça, le hêtre fait beaucoup d'ombre au sol. Puis le hêtre, il se régénère mieux à l'ombre que l'érable à sucre puis que les essences compagnes qu'on aime, comme le tilleul, le bouleau jaune, par exemple. Ce qui fait en sorte que le hêtre, c'est un peu un cercle vicieux. Plus il y a de hêtre, plus il se régénère seulement du hêtre. Puis, juste pour faire du mal, il y a la maladie corticale du hêtre. Il y en a-tu qui ont le hêtre, sont malades chez eux? La plupart des gens, la maladie corticale du hêtre, c'est une maladie qui monte vers le nord tranquillement pas vite, qui est bien implantée au Québec. Elle va tuer les hêtres, sauf que le problème avec la maladie corticale, c'est qu'il y a peu de hêtres qui sont résistants à la maladie. Puis ces hêtres-là, on veut les encourager, on veut les conserver parce qu'une forêt qui a juste des hêtres qui sont fragiles à la maladie, ce que ça fait en sorte, c'est que le hêtre va drageonner tout le temps, il va se régénérer, puis quand il va atteindre 2, 3, 4 pouces de diamètre, il va être attaqué, il va sécher, il va mourir, il va redrageonner. Fait que ça fait une forêt qui est perpétuellement dégradée si on ne fait rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser des méthodes de coupe adaptées avec le hêtre pour réussir à le gérer. Première chose, c'est que si vous voyez un hêtre qui a la maladie, mais qui n'a pas de dépérissement en cime, qui résiste à la maladie, qui a encore toute sa cime verte, ces hêtres-là, on va leur donner leur chance. Parce que je pense que c'est un hêtre sur 1000 qui est résistant au Québec à peu près. Fait que, de temps en temps, on a un sur notre lot. Ces hêtres-là, il faudrait les garder. Parce que le hêtre, ce n'est pas une mauvaise essence compagne, c'est juste qu'on veut gérer son abondance, puis on ne veut pas qu'il meure de la maladie à chaque fois que la maladie arrive. Et puis les hêtres qui ont, je dirais, qui ont 2 pouces et plus, ce qu'on peut faire pour les empêcher de drageonner, c'est qu'on peut les annuler 1 an avant de les récolter. Il y en a-tu qui savent de quoi je parle quand je parle d'annuler? Annuler, là, c'est faire un trétis d'environ 1 pouce de creux sur l'hêtre, faire un tour, puis faire un deuxième anneau à 1 pouce ou 2 pouces plus bas ou plus haut. Fait qu'on fait 2 anneaux d'un demi-pouce de creux. Puis ce que ça fait chez le hêtre,
c'est que le hêtre, il va continuer à être capable d'absorber de l'eau et des minéraux pour nourrir son feuillage, mais ses sucres de réserve, ils ne pourront plus descendre dans ses racines. Fait qu'on va l'affaiblir à long terme, puis il va être moins capable de drageonner. Fait que c'est l'idée d'annuler les hêtres. Quand ils ont moins de 2 pouces de diamètre, ce qu'on peut faire tout simplement, ça implique 2 coupes, mais ce qu'on peut faire, c'est de couper à peu près 3-4 pieds de haut, puis l'année d'après, le recouper à souche. Ce que ça fait, ça, c'est qu'une fois encore, ça l'empêche de drageonner. C'est qu'au lieu de faire des drageons, quand tu le coupes à 4 pieds d'eau, il va essayer de faire des feuilles où ce que tu l'as coupé. Il va essayer de se refaire des branches. Ces branches-là, ils vont sécher dans l'année. Puis il va tout investir son énergie là, puis il ne drageonnera pas après. Évidemment, si c'est d'un érablière que vous circulez en raquette, avoir des couteaux sur dos, quand il y a 4 pieds de neige, c'est dangereux, je ne le recommande pas. À ce moment-là, si vous faites une coupe complète la première fois, l'idée, là, c'est de le couper au mois de juin, quand il vient de finir sa pleine feuillaison. Quand il vient de finir sa pleine feuillaison, c'est là où ses réserves de sucre dans ses racines sont au plus bas. Donc, c'est là qu'il va être capable le moins de drageonner. Évidemment, il va tout le temps drageonner un peu pareil. C'est un arbre qui est performant, le hêtre, mais il va drageonner beaucoup moins. Des questions là-dessus? Ça va? La question, c'est est-ce que je suis mieux de laisser juste un gros hêtre et d'enlever tous les petits autour? L'idée, en fait, là, puis je vais y revenir de temps en temps durant la présentation, c'est de garder de l'ombre au sol. Parce qu'il y a des choses qui sont pires à gérer que le hêtre. Avoir un couvert de fougères, d'eau très, très dense, c'est plus dur à gérer que le hêtre. Donc, on veut garder de l'ombre au sol. Fait que moi, ce que je vous dirais, c'est le hêtre, s'il y a la maladie, puis il n'y a pas de perte de cime, ça s'est super belle, on va le laisser. Puis quand tu as des hêtres là, qui drageonnent, là, qui sont serrés comme ça, là, vous allez en garder un environ 6-7 pieds. Mettons 4 à 8 pieds, juste pour garder de l'ombre au sol, mais pour être capable de circuler. Puis vous allez le couper, vous allez le débroussailler au mois de juin. Juste pour garder de l'ombre. Puis la journée que le gros hêtre sèche, ben, il va rester quelque chose en dessous. Parce que s'il n'y a rien en dessous, ça va pousser en framboise pas en fougère. Puis là, on n'est pas plus avancé. Fait que l'idée, c'est que quand tu as du hêtre très, très dense, on va l'éclaircir. On va garder 1 ou 4 à 8 pieds pour garder de l'ombre au sol. Et puis, s'il y a les gros hêtres, s'ils n'ont aucun dépérissement cible, on va les conserver tant ou aussi longtemps qu'ils n'ont pas de dépérissement. Oui. Le frêne noir, je vole un petit punch de tantôt. Je vais vous laisser sur cette photo de film d'horreur-là. Ça, c'est une forêt de hêtres qu'on a pris en photo. Mais le frêne noir, en fait, là, c'est. Le frêne, d'un, c'est une très bonne essence compagne. On le voyait tantôt, là, c'est dans les bonnes espèces compagnes à avoir pour notre sol. Le problème avec le frêne, c'est qu'il y a la grille du frêne au Québec. Il y en a-tu qui savent de quoi je parle quand je parle de la grille? Au centre du Québec, il y a beaucoup de frênes qui sont attaqués. Cet insecte-là risque d'arriver un jour ici puis mener la vie dure à nos frênes. Par contre, le frêne noir, c'est probablement notre espèce d'arbre la plus performante dans les milieux humides. Le frêne noir, il pompe beaucoup d'eau dans le sol. Puis quand tu as un site qui est trempe, c'est probablement ta meilleure espèce compagne. Parce que si tu les coupes toutes d'un milieu qui est trempe, ta nappe phréatique va monter et tes arabes vont se mettre à dépérir. Fait que je dirais, sur un site sec, le frêne, on va vouloir en garder un 15-20 %. Alors, on veut garder un 15-20 % d'espèces compagnes. Le frêne fait partie des espèces compagnes. Dans un milieu qui est humide, ce qu'on conseille, nous, c'est de toutes les laisser, les frênes noirs, parce que c'est les seuls qui sont à leur place dans ces milieux trempes-là, avec les tuyas, les cèdres, puis un peu d'érable rouge. L'érable à sucre n'est pas à sa place dans les milieux trempes. Fait que les frênes noirs, à ce moment-là, ça devient comme l'espèce compagne par excellence. Est-ce que ça répond à la question? Les espèces compagnes, les meilleures pour nos érablières, tilleul d'Amérique, bouleau jaune, ostrier de Virginie, on n'en parle pas souvent. Ostrier qu'on appelle aussi bois de fer, ironwood. Il y en a probablement d'entre vous qui en ont dans leur érablière. L'ostrier, c'est une espèce qui est très, très intéressante parce qu'il renvoie beaucoup d'éléments nutritifs dans le sol avec son feuillage. Alors, on le reconnaît souvent parce que à l'automne, il y a le hêtre qui perd ses feuilles lentement, mais l'ostrier perd ses feuilles lentement aussi. Il reste jaune dans les feuilles plus longtemps, dans les arbres plus longtemps. C'est un arbre qui ne vient jamais très, très gros et qui ne fait pas beaucoup d'ombre au sol. Fait qu'il ne compétitionne pas vraiment à l'arabe à sucre. Fait que c'est une espèce compagne qui est super. Pour ceux plus au sud, il y a aussi le carrier qui est très, très, très bon. Et puis, il y en a plein. On pourrait parler du cerisier tardif. On pourrait parler des noyers selon la richesse du sol. On peut parler il y a plein d'espèces compagnes selon le milieu, s'il est trempe, sec ou riche, pauvre, qui sont très, très bonnes en érablière. Par contre,
ces espèces-là, c'est les communes qui vont être capables de se maintenir dans votre érablière régulièrement. Il y a aussi les peupliers et les bouleaux blancs. Souvent, on dit hey, ça, on les coupe tout. En fait, les peupliers, ils ont des feuilles qui sont basiques. Ce n'est pas une mauvaise essence compagne en tant que telle, à part quand ils sont énormes, puis quand ils tombent sur deux mains en même temps. Là, c'est le fun de les abattre parce qu'au moins, tu décides d'où ce qui tombe. Mais d'en avoir quelques-uns dans l'érablière, ce n'est pas problématique. Le peuplier et les bouleaux blancs, ce qui va arriver finalement, c'est qu'ils ne sont pas capables de se régénérer à l'ombre. En n'étant pas capable de se régénérer à l'ombre, au bout d'un certain moment, il ne repoussera plus dans l'érablière, puis ils vont disparaître de l'érablière. C'est pas que j'en parle pas beaucoup. Les cerisiers tardifs, c'est pareil. C'est des espèces compagnes qu'on aime avoir. Par contre, sont dures à maintenir dans l'érablière à long terme, contrairement à nos espèces que je vous parlais tantôt, qui sont quand même relativement faciles à maintenir. Les frênes, je l'ai dit tantôt, on les garde parce qu'ils pompent beaucoup d'eau, puis on aime beaucoup ça. Et puis les résineux, eux autres, on va toujours prioriser les résineux qui ont une bonne durée de vie. Pin blanc, épinette rouge, tuya, c'est des arbres qui peuvent vivre 200-300 ans facilement. Des espèces qui ont des longévités comparables à l'arabe à sucre et qui ne nuisent pas beaucoup à l'arabe à sucre. Je reviens tantôt. Le pin blanc. Oh, on revient d'un. Le pin blanc, là, il est là. Les aiguilles du pin blanc sont bien moins acides que les feuilles d'arabe à sucre. Juste à titre de comparaison. Donc, pain blanc, c'est une très bonne essence à avoir. Oui, ils viennent énormes, mais ils n'interceptent pas beaucoup de lumière au sol. Et en avoir un de temps en temps, c'est super bon. Puis ils ont des rôles pour la faune, beaucoup, qui sont intéressants. Le seul résineux qu'on aime moins en érablière, c'est le sapin. Puis on est tous pareils. On n'aime pas beaucoup le sapin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est sensible à carie. Le sapin, on sait que dès qu'il y a un petit trou, une fente au pied, ou que tu vois qu'il se met à couler beaucoup de résine de gomme sur le sapin, tu le coupes, puis les premières bûches sont toutes cariées, sont rouges. Il est très sensible à carie. Il est sensible au vent aussi. Il y en a-tu qui ont eu beaucoup de sapins versés il y a 2 ans dans le forêt? Ça a versé épouvantable, le sapin. C'est une des espèces qui a le système d'enracinement le plus superficiel. C'est-à-dire que ses racines rentrent très peu dans le sol, ce qui fait en sorte qu'il est super fragile au vent. Et puis, dans un site qui n'est pas très fertile, où il y a beaucoup de sapins, il va se régénérer comme ça, en Saint-Michel, en forêt très, 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 très dense. Puis c'est difficile de circuler. Puis quand on passe un Maine là-dedans, le Maine, première nouvelle qu'il y a, c'est le dernier qui va dégeler. La journée où ça va se mettre à couler. Puis comme de fait, nos meilleurs érables sont là. Fait que là, on dit crème, on perd du rendement à cause du sapin. L'idée avec le sapin, là, d'un, c'est dès qu'il y a des signes de carie, on va le récolter parce qu'on sait que la journée qu'il va tomber, il ne tombera pas où ce qu'on veut, puis on ne sera pas prêt à le récolter tout de suite. Il va tomber, il va neiger, il va mouiller, il va être dans la glace. Ça va être problématique. Donc, dès qu'il y a un sapin qui a des signes de carie, on va le récolter. Par contre, quand on se retrouve avec du Saint-Michel, du sapin qui pousse très, très, très dense, moi, ce que je suggère aux gens, c'est de l'éclaircir, d'en garder un aux 6 à 8 pieds. Encore une fois, pour garder de l'ombre au sol. On voit beaucoup de gens qui éliminent 100% du sapin de leur érablière. Souvent, c'est des érablières marginales. Tu as de la belle érablière à sucre à bouleau jaune au milieu, puis tout le tour, tu as de l'érable rouge avec du sapin. Ils enlèvent le sapin, ça vient en fougère, en framboise, puis il n'y a rien qui pousse. Puis des fois, on voit même que les érables rouges, ils vivotent, ils ne sont pas super, super belles. Donc, l'idée, là, c'est de garder de l'ombre au sol. Puis le sapin, tant qu'on n'a pas d'autres essences compagnes, on va le garder comme essence compagne. Fait qu'on va garder un 15% de sapin si on n'a rien d'autre. Dès qu'il y a quelque chose d'autre de mieux, on va le prendre. Mais si on n'a rien d'autre, on aime mieux avoir l'érable rouge avec du sapin que d'avoir de l'érable rouge avec de la fougère et la framboise. Puis évidemment, ce qu'on vise tout le temps, c'est avoir le plus de diversité possible. On sait que nos meilleures essences, c'est le tilleul, bouleau jaune, ostrier, par exemple. Mais si on a un pin de temps en temps, une épinette rouge qui est belle, qui n'est pas dépérissante, qui est saine, on va la garder. Plus il y a de diversité dans nos érablières, plus ils vont être résilientes aux maladies et aux insectes. Puis, dans tous les cas, c'est toujours plus facile de gérer un arbre qu'un arbuste ou une plante envahissante. La journée que tu mets assis sur un arbre, ça va prendre du temps avant qu'il repousse. Même là, si vous décidez de débroussailler de la fougère, pour ceux qui l'ont déjà essayé, d'habitude, la fougère, l'année d'après ou 2 ans après, est revenue pareil. Donc, on aime mieux gérer des arbres que des plantes envahissantes ou des arbustes. On va parler un petit peu de plans d'indicatrices. Je vais passer rapidement là-dessus. Je pense qu'il y a des connaissances qui sont intéressantes à avoir au niveau des plantes de sous-bois. Puis il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui pour les identifier et savoir c'est quoi leur rôle.
Moi, personnellement, il y a un guide que j'utilise qui dit bon, cette plante-là pousse juste sur les terrains acides, juste sur les terrains basiques, etc. Mais il existe aujourd'hui des applications sur le cellulaire que tu le prends en photo et il te dit c'est quoi. Les plantes d'indicatrices, c'est intéressant de les savoir, mais il faut être prudent avec notre interprétation, dans le sens que s'il n'y a pas de plantes de milieu riche chez vous, ça ne veut pas dire que c'est pauvre. Par contre, s'il n'y a pas de plantes de milieu riche chez vous, puis il y a des plantes de milieu pauvre, là, ça donne un indice que c'est pauvre. Mais l'absence d'une plante de milieu riche ne veut pas dire que c'est pas riche. Ça peut juste vouloir dire qu'il n'y a pas de semencier proche, il n'y en a pas de spécimens proche, fait qu'il n'y en a pas qui poussent. Et puis souvent, c'est un ensemble d'espèces qui va nous donner des indications plus qu'une seule espèce. Évidemment, il y a des plantes rares. Il y en a ceux qui ont de l'ail des bois chez eux. Pas transplantées. On ne le dira pas. Naturel? Non, pas beaucoup. Transplantés, j'en ai vu souvent. D'habitude, ils sont tous dans le même spot. Mais fait que là, c'est un bon indice. Mais l'ail des bois, c'est une plante d'indicatrice de milieu riche uniquement. Ça ne pousse pas sur des terrains pauvres. Puis soyez pas inquiets, là, c'est normal qu'on n'ait pas d'ail des bois beaucoup en Beauce. On n'est pas une région qui est super fertile par rapport au reste du Québec. On peut être fier, par exemple, on est les meilleurs producteurs de sirop d'érable, mais c'est pas, on ne cultive pas sur les terres les plus riches du Québec. Je dis meilleur, le plus gros volume. Les groupes d'espèces indicatrices, ça, c'est des noms de groupes ici. Je ne veux pas vous les apprendre par cœur, c'est juste pour vous dire qu'il y a des groupes qui poussent juste dans certains contextes particuliers. Le groupe de la Dryoptère spinuleuse, il pousse seulement sur des sites pauvres, peu importe le drainage. Le groupe du corniller à feuilles alternes, il pousse seulement sur des sites riches, peu importe le drainage. Si vous avez de l'érable à épis, du viorne, de l'érable de Pennsylvanie, du bois d'orignal dans votre érablière, ça ne veut rien dire. Ça pousse sur plein de sites différents. Ça pousse sur des sites qui sont moyennement riches, moyennement pauvres. Ce n'est pas un indicateur de richesse, le viorne, bois d'orignal. Là-dedans aussi, il y en a qui parlent souvent des lycopodes. Les genres de petites plantes qui ont l'air d'un petit sapin, là, qui poussent au sol partout. Tout le monde dit « Ah, ça, c'est une plante de milieu acide. » Pas nécessairement. Il y en a des sites riches aussi. C'est dans le groupe en vert, ici. Titre d'exemple, le groupe du cornouiller à feuilles alternes, qui pousse seulement dans les plantes riches, dans les sites riches, on va le retrouver souvent en association avec du sureau pubescent puis du petit prêcheur. En a-tu qui savent c'est quoi un peu le petit prêcheur? C'est une plante de sous-bois qui pousse seulement sur les milieux riches. C'est un bon indicateur. Si vous avez cette association de plantes-là dans votre érablière, vous êtes en voiture, si vous faites des tests de sol, ça se peut très bien qu'il n'y ait pas besoin de chauler chez vous. Si vous avez, ça, je vais vous montrer quelques plantes de milieu riche seulement. La diante pédalée, qui est une fougère qui est super belle. Colophile faux-pigamon. Les trilles, c'est les fleurs printanières qui sont soit blanches, soit rouges. C'est des indicateurs de richesse en général. Laceret gingembre, l'ail des bois, l'uvulaire grande fleur, puis lacté gros pédicelle, qu'on retrouve souvent dans les érablières qui a des fruits caractéristiques. On les voit là, bien, dans ce temps-ci de l'année. Il y en a là, qui sont en fruits. C'est un indicateur de richesse aussi, mais c'est relativement rare. Oh! C'est sûr que je défonce. Y a-t-il quelqu'un après? C'est parce que j'ai eu trop de questions. Non. Je vais me dépêcher. Les bouts de plate, je vais y passer. Non. Plante de milieu pauvre, Dryoptère spinuleuse, qui est une fougère qui est relativement facile à reconnaître le moment qu'on la connaît, qui a tendance à être envahissante dans certaines érablières acides. L'oxalis de montagne aussi est une plante de milieu pauvre qu'on retrouve dans certaines érablières. Et puis souvent, quand on va dans ces érablières-là, on fait des tests de sol puis ils nous sortent des tonnages qui sont élevés. Toutes ces plantes-là, ils sont dans les guides. Le guide acéricole qu'on a écrit, là, on les a détaillés, toutes les espèces qu'on retrouve. S'il y en a qui sont intéressés, c'est écrit dans le détail. Mais là, comme j'ai eu un message de commencer à parler plus vite que je parle là, je vais passer vite. Les fougères, 2 espèces qui sont problématiques. On va les reconnaître quand on voit ça dans une érablière. Pas d'érable. Il n'y a aucune érable de 1, 2, 3 pouces de grand. On a juste des gros érables puis de la fougère en dessous. Ces fougères-là, ils poussent tellement densément là, qui empêchent les jeunes semis d'érable d'avoir assez de lumière pour pousser. Fait que quand on se promène là-dedans, souvent on tasse la fougère, on va voir des plantules d'érable de 2-3 pouces de haut, mais rien de plus. Ça veut dire que les graines germent, mais ils n'ont pas assez de lumière pour pousser. Et puis souvent, les érablières qui ont beaucoup de chevreuils,
le chevreuil, il va manger au fur et à mesure les érables et les bouleaux jaunes, les tilleuls qui sortent de ces fougères-là. Fait qu'on se retrouve avec une problématique. Et je dis pas qu'il faut tuer le chevreuil, c'est pas ça le point. Le point, de toute façon, c'est un par année maximum. L'idée, c'est juste que ces fougères-là, si vous voulez diminuer leur abondance, la seule technique à ce jour qui fonctionne, c'est de passer avec un rouleau brise-fougère. Je pense que les équipements Silmar en vendent un. Sinon, ce qui a bien marché chez plusieurs de nos propriétaires, c'est simplement de prendre un tracteur ou un 4 roues, passer avec un gros pneu, puis passer dans l'érablière, puis la briser. Parce que la fougère, si vous la débroussaillez, elle va tiger tout de suite l'année d'après. Mais si vous la brisez, ben, elle fait moins d'ombre au sol, mais la racine, elle essaye quand même de garder la tige en vie. Fait qu'on se retrouve avec des fougères qui étaient foirées à terre, qui captent pas beaucoup de lumière, puis qui est beaucoup moins dense. Si on fait ça 1 à 2 fois par année pendant 2-3 ans, souvent on réussit à établir des semis d'érable, puis on réussit à s'en sortir. Si ce n'est pas possible, je conseille de faire des analyses de sol. Peut-être que votre sol n'est pas fertile, ou si vous êtes courageux et vous avez du temps, transplanter des érables et des espèces compagnes dans ces milieux-là. Si vous transplantez des spécimens qui ont un pouce même un peu moins d'un pouce, ceux qui ont 5-6 pieds de haut, ils vont partir et ils vont vivre dans un secteur comme ça. Je ne parlerai pas en détail de la transplantation, je manque de temps, mais s'il y en a qui ont des questions là-dessus, on pourra en parler à la fin de la présentation. Framboisier, même principe que la fougère. Quand il y a trop de lumière dans un peuplement, il fait trop clair, il empêche la lumière de pénétrer au sol, il empêche les semis de pousser. Si vous avez du framboisier, c'est que vous avez trop vert. La solution avec le framboisier, si vous voulez le faire disparaître mécaniquement, débroussaillez-le 1 fois par année pendant 3 ans, puis vous allez régler pas mal la framboise. Il va pousser de manière beaucoup moins dense, puis il va pousser beaucoup moins haut puis fort. Sinon, plus facilement, je dirais débroussailler autour des espèces de vos arbres que vous voulez qu'ils poussent. Oui, il y avait une question là-bas. C'est tout le temps juste après la pleine feuillaison, idéalement. Une fois que toutes les feuilles sont pleinement sorties sur des broussailles-là, c'est là où les réserves dans les racines sont à leur plus bas. Juin, dans ces eaux-là, c'est le meilleur temps. La meilleure manière de combattre le framboisier, là, ça va toujours être de maintenir de l'ombre au sol. Du moment qu'il y a de l'ombre au sol, que le couvert se referme après une éclaircie, le framboisier, au bout de 2-3 ans, il va diminuer en vigueur, puis à un moment donné, il va complètement disparaître. On ne voit jamais de framboisier quand il y a de l'ombre dans l'érablière. On en voit toujours là où on a éclairci trop fort, où il y a du bois qui a versé, où il y a la pleine lumière. Puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de framboisier là, à votre connaissance, qu'il n'y en aura pas. Les graines de framboise, ça peut ça peut survivre dans le sol. Là, de mémoire, c'est des centaines d'années. Fait que s'il y a eu de la framboise là, 90 ans, vous n'étiez peut-être pas là, ben ça se peut qu'elle repousse pareil. C'est particulier, mais la framboisier, il y a des graines qui survivent particulièrement longtemps. Viande d'orignal, le viande bois d'orignal, l'érable de Pennsylvanie qu'on appelait le bois d'orignal anciennement, l'érable à épis, le noisetier à long bec, c'est des espèces qu'on voit souvent en érablière que les gens aiment moins, qui ont peur que ça soit envahissant, ils ont peur que ça nuise aux érables. Sachez que ces espèces-là ne nuisent pas vraiment aux érables. Les érables sont capables de pousser au travers en général, puis s'en sortir. Ce que nous, on conseille, c'est qu'encore une fois, c'est des arbustes qui sont plus faciles à gérer que la framboise puis la fougère. S'il y en a trop, il y en a beaucoup trop dans votre érablière. On voit souvent ça avec le viorne, qui fait des grosses feuilles puis des bourgeons doux puis beige. Là. Quand il en pousse trop fort, là, on le débroussaille et on en garde un aux 4 à 8 pieds. Pour être capable de marcher dans la sucrerie, mais pour garder de l'ombre au sol. Mais on ne l'éliminera jamais complètement. Ce sont des bons arbustes compagnes pour les érablières qui sont à conserver. On veut juste limiter leur densité. Lièvre du Canada, que beaucoup appellent le buis, qui est comme un sapin rampant au sol. Rarement problématique. On voit que ce n'est pas très dense. Il y a des arbres qui poussent au travers pareil. Par contre, il arrive des cas comme chez un des propriétaires que j'ai rencontré l'an passé où ça pousse comme ça. Fait que là, ça pousse vraiment plus fort que les cheveux sur ma tête. L'idée, quand tu as de l'if comme ça, dense comme ça, c'est on sait que c'est un arbuste qui pousse excessivement lentement. Fait que juste l'éclaircir à des broussailleuses, parce que l'arracher, c'est un projet. Juste l'éclaircir, il pousse tellement lentement que souvent, il va avoir le temps de se régénérer des choses au travers. Ou si vous voulez transplanter, planter des érables, des espèces compagnes, ça va avoir le temps de pousser avant qu'ils reviennent fort. Fait que c'est pas quelque chose qui est envahissant. Puis quand les rares cas que ça vient comme ça, juste débroussailler les secteurs que vous voulez régénérer, planter, chauler s'il y a un chaulage à faire, peu importe. Mais en règle générale, après un débroussaillage,
les arbres ont le temps de repousser au travers. Finalement, dernière plante envahissante, nerf brun. Il y en a, ils commencent à en avoir en Beauce. Il y en a-tu qui en ont chez eux? Nerf brun, c'est vraiment, vraiment une plante tannante parce que le débroussaillage ne fonctionne pas. Notre outil numéro 1 qu'on utilise d'habitude ne fonctionne pas. Il repousse trop vite. Il y a une solution avec le nerf brun, c'est, bon, quand les tiges sont petites, moins d'un centimètre de diamètre, ça s'arrache relativement bien. On les arrache au fur et à mesure. Ce qui n'est pas le fun, qui n'est pas le facile, mais ça s'arrache. Quand il dépasse 1 cm de diamètre, c'est coupe à débroussailleuse, oui, mais herbicide sur les souches, dans la demi-heure après la coupe. Il existe un produit qui a été testé régulièrement, l'acide Condro, qui est un herbicide biologique pour les gens qui ont de la fibre écologique, qui fonctionne extrêmement bien. Après 1 an après l'application, ils vont retiger et ils vont sécher debout. Donc, l'acide Condro, pour les tiges de plus d'1 centimètre, appliqué dans la demi-heure après la coupe, fonctionne très bien pour le nerf brun. Je vous le recommande chaudement. Parce que c'est vraiment un arbre qui est envahissant. Puis c'est dur. Du moment qu'il est très bien établi et fait des grands bosquets denses, c'est très dur à gérer. Ça prend beaucoup d'énergie. Principaux défauts de vigueur. Aujourd'hui, je ne veux pas vous transformer en docteur des arbres. L'idée, c'est je vais vous montrer les défauts les plus importants chez les arbres en ordre de priorité. Priorité numéro 1, champignons de carie. Savez-vous ce qui différencie les champignons de carie des autres champignons en général? Les champignons de carie n'ont jamais de pied. Je vous explique. Souvent, un champignon, quand tu le vois à terre, il y a un pied et il y a une console. Des fois, on voit des champignons qui ont un pied et une console sur les arbres. Ce ne sont pas des champignons de carie. Les champignons de carie, la console est toujours imbriquée directement sur l'arbre. Et puis, sachez que ça ne donne rien de prendre un marteau, donner un coup de pied sur les champignons et les tirer à terre. Les champignons, c'est l'organe reproducteur du champignon. Ce qu'on voit, le sporophore, le vrai nom, c'est l'organe reproducteur du champignon. Il s'en sert pour se reproduire, mais il est déjà bien installé dans les arbres et il va rester là. Peu importe que vous coupez son organe reproducteur ou pas, il n'y a personne qui aime ça, mais l'idée, c'est que si vous enlevez le champignon, vous allez peut-être nuire à sa reproduction sans plus. Et les champignons de carie, c'est des indices qu'il y a des faiblesses mécaniques importantes dans les arbres. Souvent, le cœur est creux. Souvent, à l'entaillage, on va les déceler avant même que le champignon sorte. On perce, puis après un pouce, souvent, la mèche rentre vraiment vite. Le bois est creux. Souvent, il y a de la carie qui est associée à un champignon comme ça. La dernière fois, le champignon est à 12 pieds dans les airs, puis on ne l'a pas vu. Puis à l'intérieur, on s'en rend compte. Les champignons, ils ont une action qui est lente. Des fois, ça va prendre 15-20 ans avant qu'un arbre tombe. Donc, si l'arbre, il s'entaille encore une belle bande de bois blanche, puis qu'il s'entaille bien, vous pouvez l'exploiter encore quelques années. Mais du moment que vous allez observer un champignon et un dépérissement en cime, là, c'est le début de la fin. L'arbre, il va mourir à brève échéance. Fait que quand vous avez un défaut avec du dépérissement dans la tête, tu vois que les feuilles, il perd ses feuilles tôt, où il y a des branches qui commencent à mourir du haut de la cime vers le bas. Avec un champignon, vous devriez le couper rapidement parce que c'est un arbre qui est vraiment en fin de vie. Il risque de casser ou de mourir, puis les branches risquent de tomber sur vos infrastructures. On veut les protéger. Les chancres. Les chancres, souvent, il y a du monde on me dit souvent ça, les têtes de cobra sur les arbres. C'est un peu la manière que les gens reconnaissent. C'est un peu comme si on avait pris l'écorce d'un arbre et on l'avait tiré. Fait que tu as 2 cales cicatricielles, 2 genres de bas sur l'arbre qui essayent de refermer un défaut avec du bois pourri au centre. Du bois comme ça au centre, là, souvent du bois côtier avec des trous d'insectes ou même des champignons. Ça, c'est un chancre. Souvent, le cal autour, il est irrégulier. Il est comme ça un peu sur les arbres. Là. Vous voyez peut-être pas bien. Là. Vous voyez que la cicatrice autour est toute ondulée. Là. Ça, c'est particulier au chancre. Oui, en arrière. Il y a beaucoup de gens qui font des tests. Je n'ai jamais vu de test qui fonctionnait à long terme. C'est-à-dire, j'ai déjà vu des gens qui disent on va le couper, on va scier jusqu'à temps qu'on pogne du bois sain. Là, ça se trouve avec un arbre que le tronc, il y a un gros trou dedans. C'est pas super. Les chancres, ce qu'on n'aime pas des chancres, c'est qu'ils vont émettre des spores comme c'est des champignons finalement. Puis souvent, on voit autour des gros chancres comme ça, des petits érables qui ont des chancres. Oui. C'est dans des spores dans l'air. Si vous avez une érablière qui a vous avez accroché beaucoup d'érables qui ont du bois exposé, les champignons, souvent, ils germent là-dedans, les chancres. Puis les jeunes érables vont avoir des chancres. Même des fois, des
Les jeunes érables qui ont l'écorce super mince, les spores vont arriver sur le tronc directement, puis ils vont coloniser le tronc, puis ils vont avoir un chancre. Fait que ça se propage. Puis là, j'ai déjà entendu des gens dire moi, je les coupe, je mets la face contre terre, mais les spores, c'est volatile. Fait que même la face contre terre, ils vont sortir pareil. L'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir une érablière qui a de l'air d'un désert avec une érable aux 100 pieds. On aime mieux avoir des arbres qui sont chancrés comme ça, qui produisent des semences, qui encouragent la régénération, que de ne pas en avoir. Par contre, quand on a le choix, quand on a une érablière, supposons que vous avez, je ne sais pas moi, 130 en taille à l'arc, 270 à l'hectare, ben, ça va être les arbres qu'on va couper en premier, ceux qui ont des champignons de carré puis des chancres. Surtout, comme je disais avec les champignons, quand vous voyez qu'il y a un défaut comme ça, puis il y a du dépérissement en cime, vous voyez que la cime commence à sécher, c'est le temps plus que jamais. Puis quand il y a des grands vents, ben, c'est souvent là-dedans qui casse, même que je vous dirais que celui-là ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il est en train de casser. Là, le bois, il sort comme ça. Là, il est en train de casser. Euh, le cas particulier, la maladie corticale du hêtre. Oui, il y a des questions, excusez-moi. Il est plus actif, oui. Ça arrive quand vous voyez qu'il y a juste du bois pourri. Puis souvent, dans un champ actif, là, euh, il y a du bois noirci, il y a des champignons dedans. À un moment donné, c'est quand le champ est très, très, très gros et très vieux, vous voyez qu'il n'y a plus rien, il y a juste du bois mort, sec dedans. Il n'y a pas de champignons qui se reproduisent, fait qu'il ne se reproduit plus. Celui-là, là, ce champ-là, il n'est plus actif. Je vais vous montrer une photo tantôt. Là, la cime est A1. C'est un arbre qui, à part ça, s'il n'y avait pas ça, il serait beau, évidemment. C'est les champs que je disais, quand il n'y a pas de champignons ce qui est dur, c'est des petits champignons en croûte que dans le fond des chancres, souvent, qui sont l'organe reproducteur du chancre. Quand il n'y en a pas, souvent les chancres ils sont plus actifs. Puis vous le voyez, il n'y a pas d'érables qui sont affectés autour de cet érable-là. C'est pas dramatique, mais ça va tout le temps demeurer que ça, c'est une faiblesse mécanique majeure. Dans un gros vent de l'automne, il y a 2 ans, là, les arbres qui avaient des gros champs comme ça, il y en a beaucoup qui ont cassé. Fait que si on est capable si on a suffisamment d'érables de régénération pour les couper, on va les couper. Mais si on est pris avec, puis le cime est saine, puis que le champ, il n'y a pas de champignons dedans, il n'y a pas de croûte de champignons dedans, ben, c'est pas dramatique de les garder. Ça répond à votre question? Là, en passant, pour toutes les prochaines questions, je les encourage, mais c'est à présent de votre faute si on finit trop tard. Les particularités. Non, mais posez des questions encore, ça me fait plaisir. Le cas particulier de la maladie corticale du hêtre. La maladie corticale du hêtre, on le sait, c'est ça. Là. C'est toutes les boursoufles sur les troncs de hêtre. Tu fais des petits champignons minuscules rouges sur les troncs, puis les cimes qui sèchent à vitesse grand V. Dès que la cime va commencer à sécher, on sait qu'il va mourir. Mais s'il y a la maladie corticale, puis il n'a pas commencé à sécher, on va le conserver. On va essayer de favoriser les individus qui sont résistants à la maladie. Le seul autre critère qui peut faire en sorte qu'on le coupe s'il y a la maladie et des péripensimes, c'est s'il y a de la carie. Vous voyez le trou que j'ai mis une flèche dessus? Là? Un trou là, avec. Vous avez un couteau, vous pouvez rentrer le couteau, là, puis le couteau rentre comme dans du beurre. S'il y a des petits trous comme ça sur le hêtre, puis il y a la maladie corticale, on va le couper aussi. Parce qu'il va mourir à brève échéance. Je parlais avec un scientifique américain pour lui poser des questions justement sur la maladie corticale du hêtre, puis qu'est-ce qu'on faisait avec, puis il disait que depuis une centaine d'années, il y a plusieurs maladies qui sont arrivées au Québec, des insectes, la maladie hollandaise de l'orme, la grille du frêne, la maladie corticale du hêtre. Puis il m'expliquait que normalement, il aurait dû se développer plus de résistance, mais il dit que ce qui a tué le plus d'arbres, c'est la scie mécanique. On a fait de la prévention extrême dans bien des cas. On les coupe toutes par prévention, on ne veut pas en avoir. Et finalement, on ne donne jamais la chance aux arbres de développer des résistances à ces maladies-là et à ces insectes-là. C'est pour ça que quand on a un arbre qui est affecté et qui a une cime super belle, qui n'a aucun dépérissement, on va forcer à le conserver pour voir comment ça se peut que dans 10 ans, il meure. Mais on va au moins donner la chance à l'arbre de développer une résistance parce que ça ne sera jamais bien pour nous autres d'avoir des arbres fragiles dans nos érablières. Parce que dès qu'il arrive des problèmes, c'est les premiers arbres à tomber. Puis quand il n'y a pas de régénération, ben, c'est des trous, c'est de la fougère, c'est de la framboise. Les défauts mécaniques, souvent, on voit, ça ressemble à des chancres. Souvent, on voit le meilleur exemple, c'est une branche qui a cassé ou un trou dans le pied.
une branche qui est cassée comme ça ou un trou dans le pied. La différence entre ça et un shank, c'est que vous voyez là, que les cales là, qui veulent fermer le défaut là, sont réguliers. Ils ne sont pas tout ondulés tout le tour. Ça, c'est des blessures mécaniques. Les critères pour savoir si une blessure mécanique est très dommageable pour un érable ou pas, il y a deux critères en fait. Est-ce que la blessure, elle affecte plus que deux faces? Ça ne vous dit rien, deux faces, là? Deux faces, là, c'est que si vous preniez le tronc et vous le sépariez en quatre quartiers, là, c'est est-ce que la blessure, elle touche plus qu'un quartier? Si tu as un tronc gros de même, tu as une blessure mécanique grosse de même, c'est pas grave. Même s'il est pourri, c'est pas grave. Dès que la blessure, elle touche plus qu'un quartier puis qu'il y a de la pourriture, c'est là que ça devient grave. Pour les fentes, pour les arbres qui ont des grandes fentes, les deux critères pour savoir si la fente est très dommageable ou pas pour l'arbre, c'est est-ce que la fente elle a 5 pieds ou plus de long en une seule fente. Pas une fente d'un pied à l'arête, un pied à l'arête. Une fente continue de 5 pieds plus de long avec un trou, une zone où tu peux rentrer un couteau là, qui indique la pourriture dans l'arbre. Si vous avez une fente de 5 pieds plus de long qu'un signe de pourriture, c'est une fente qui est très dommageable pour l'érable. Elle est beaucoup plus fragile mécaniquement. Y avait-tu une question? Oui, oui, excusez. Le cerisier tardif, il y a des grosses boules noires, il fait comme des grosses boules dedans. Ça, c'est le nodule noir du cerisier. Cette maladie-là, euh, c'est une maladie qui est invasive, qui attaque les cerisiers depuis toujours, ou presque, là, depuis vraiment longtemps. Non. Quand que ces boules-là sont dans les branches, ces boules-là, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils coupent la circulation de la sève. Fait que tant que c'est juste des branches, une branche de temps en temps, c'est pas grave. Dès que la boule est sur le tronc, là, le compteur part, puis l'arbre, il va finir par sécher. Euh, c'est pour ça que moi, les gens qui ont beaucoup de cerisiers naturels sur les érablières, je ne leur conseille pas de replanter du cerisier s'il y a de la maladie, parce que ça contamine même les jeunes cerisiers. Oui, oui, mais éventuellement, il va y avoir de la carie qui va s'installer, puis souvent, ce chanc-là, c'est la première étape. Après ça, il va dépérir progressivement. Il n'y a rien à faire présentement. On a comment que vous le cirez, ça ne change rien. Là. Le défaut, de toute façon, il fait souvent le tour de l'arbre. Dès que la boule a fait le tour du tronc, c'est fini. Mais c'est pas tous les cerisiers qui en meurent tout de suite. Fait que souvent, il y a le temps de se régénérer, puis il va y avoir d'autres cerisiers qui vont venir. Mais c'est une maladie qui cohabite avec les cerisiers depuis bien avant nous autres. Ben, quand il est malade, puis on sait qu'il va mourir, on le coupe. Par contre, c'est une très bonne essence compagne. Fait que nous autres, ce que je dis souvent, c'est il peut vivre des fois 5, 6, 10 ans avec la boule. Nous autres, on attend qu'il commence à dépérir en cime. Dès qu'on voit qu'il commence à dépérir, là, on le coupe parce qu'on sait qu'il là, il va tomber pas où ce qu'on veut. Mais tant qu'il ne dépérit pas, c'est pas nécessaire de le couper tout de suite. Puis surtout, si vous n'avez pas de régénération en dessous, à ce moment-là, je vous dirais planter, transplanter, chauler, peu importe. Mais faites régénérer en dessous, puis après ça, on l'abattra. Est-ce que ça répondait à la question? C'est pas, il n'y a pas de réponse miracle, c'est une maladie qui existe depuis toujours, puis on vit avec. Les insectes, on a officiellement dépassé, c'est de votre faute. Les insectes, on en voit beaucoup. Il y en a deux qu'on voit régulièrement qui font des blessures mécaniques dans nos érables. Le Tremex, qui est un insecte avec une longue tige en arrière. C'est pas une aiguille, c'est un ovipositeur, c'est pour pondre des œufs. Puis il fait des grosses larves comme ça. Il y en a sûrement qui ont déjà vu ça dans le bois de chauffage. Oui. Bon, ça, c'est une larve qui est indigène, qui a tout le temps existé dans la région ici, puis qui va s'attaquer souvent aux arbres faibles. L'insecte, elle va venir, puis j'en ai pogné un. Elle vient pondre avec son dard dans le bois, puis la chenille va faire des galeries dans le bois, puis maintenant, elle va sortir quand elle va être adulte. Pareil pour le perceur de l'érable, qui est cet insecte-là qui est super rare, qui fait ces blessures-là qu'on voit souvent dans les érables. Là, tu vois qu'il y a du bois exposé, il y a une trace de chenille. Ça, c'est le perceur. C'est un autre insecte qui est indigène, que les populations augmentent puis diminuent, mais il n'y a jamais d'épidémie de ça. Puis les seuls animaux qui vont réussir à les trouver puis souvent les tuer, c'est les pics-bois. Donc, il n'y a rien à faire. Seule chose, c'est que quand un dégât comme ça va toucher, comme je disais tantôt, deux quartiers de bois ou plus, et puis qu'il va y avoir de la pourriture comme ça ici, c'est sûr qu'il va finir par sécher cet arbre-là. Donc, on va le récolter en priorité. C'est toujours la même règle. Plus qu'un quartier affecté avec de la pourriture ou une blessure plus longue que 5 pieds avec de la pourriture. Oui. Ah! 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 OK.
Bon, ben, on achève pareil. S'il y en a qui sont tannés, vous pouvez partir. Euh, les, euh, les autres blessures qu'on va voir qui affectent beaucoup les érables, les blessures de grand pic. Grand pic bois qui a une grosse crête rouge, il attaquera jamais, il se frappera jamais à la tête de toutes ses forces un arbre qui est sain. Il n'est pas fou à temps plein. Euh, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher des insectes dans les troncs. Donc, quand vous en avez qui attaquent le tronc d'un arbre, cet arbre-là, il est pourri, on le sait, il va être à couper. C'est pas de la faute du pic bois s'il est pourri. Donc, si le grand pic s'y attaque, il n'y a rien à faire. Par contre, le pic maculé, vous avez sûrement vu des fois des rangées de petits trous comme ça sur vos érables. C'est un autre petit pic. Ce pic bois-là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il perce des petits trous là, de demi-pouce de creux, gros max. Quand vous bûchez ces arbres-là là, en latte, là, il n'y a pas de blessure dans l'arbre. Ce qu'il fait, lui, ce pic bois-là, c'est qu'il va faire sortir de la sève. Il se nourrit de la sève, puis les insectes vont venir se coller là, puis il repart de temps en temps manger les insectes qui vont venir se coller. Ce n'est pas des blessures qui sont dommageables. Il fait tout ça sur les érables à sucre et les bouleaux jaunes, mais ce n'est pas des blessures qui vont endommager l'érable à long terme. En règle, il y a toujours des cas d'exception. J'ai déjà vu une plaque, c'était plaqué de trous tout le tour de l'arbre comme ça. Ça devient compliqué pour l'arbre de faire passer de la sève à ce moment-là, mais c'est l'exception, c'est pas la règle. Donc, les pics-bois, on ne le fait jamais la guerre. On les aime parce que c'est les principaux mangeurs d'insectes foreurs de bois dans notre érablière. Les dégâts par les animaux, les ours, les porcs-épics, quand ils enlèvent toutes les cordes sur le bois, ça fait les érables ou les bouleaux dans ce cas-ci. Vous avez sûrement déjà vu ça sur des érables rouges, des plaines. Ça, c'est des frottages. Ça, c'est les orignaux qui font ça. Tant qu'ils n'ont pas de pourriture associée à ces défauts-là, moi, j'ai déjà vu des érables rouges qui en avaient plein de graphing, puis 5 ans après, ils étaient gros de ce grosseur-là, puis on voyait presque plus de symptômes. Ils vont rester déformés un bout de temps. S'il n'y a pas de pourriture qui s'installe, ils vont finir par pousser pareil. Donc, ce n'est pas nécessaire de les couper systématiquement quand ils ont ça. À part si vous voyez qu'ils ont perdu toutes leurs feuilles, mais il y a des érables rouges qui vont s'en remettre. Tant qu'ils n'ont pas fait le tour, il y a encore un peu d'espoir. Donc, ce n'est pas nécessaire de les couper. Ça, j'en ai parlé tantôt. Voici mon champ de tantôt, avec vue en l'air, le même. La cime est verte, 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 verte. Ce champ-là, il y a plus qu'une dizaine d'années qu'il est comme ça. Il est plus actif. On voit, c'est tout du bois exposé. Il n'y a pas de croûte de champignons noirs dedans. On s'attend qu'il casse éventuellement. Mais ce n'est pas un arbre qui est à veille de mourir. La journée qu'on va voir dans la cime qu'il va perdre ses feuilles, qu'il va avoir plein de branches secs, surtout à partir du dessus de la cime, à ce moment-là, on va savoir qu'il est temps qu'on le récolte parce qu'il va tomber ou va casser à brève échéance. Les défoliations d'insectes, j'ai parlé de livrer des forêts, d'arpenteuses de Bruce tantôt. La plupart des insectes sont indigènes et passent à toutes les 20, 30, 40 ans. Si bien que souvent, on les voit une fois par génération de propriétaires d'érablières. En général, l'idée, c'est de laisser l'épidémie aller. Ça va durer 1, 2, 3 ans et puis l'érablière va s'en remettre d'elle-même. Ça fait des milliers d'années que ces insectes-là coévoluent avec nos érablières. Seul problème qu'on a présentement, c'est qu'on a des érablières qui sont très, très peu, fait que les dégâts sont souvent plus forts. Parce que c'est souvent l'espèce préférée de ces insectes-là. Ça, c'est la livrée des forêts. Vous n'avez sans doute déjà vu. Puis ça, c'est... on ne les voit pas bien, là, mais ça, c'est de l'arpenteuse de Bruce, cet été à Frampton. Ces insectes-là, quand ils arrivent dans un peuplement pur en érable, vont faire des dégâts plus importants que dans une érablière qui a des essences compagnes. Parce qu'ils ont plus de misère à trouver leurs arbres préférés. Mais voici l'érablière où j'étais, c'est une érablière pure à 100%. Puis regardez. Fait que ça fait peur. Ce n'est pas du dépérissement. C'est mangé par des insectes. Puis on est la 3e année d'épidémie. Puis année après année, les arbres refont leur feuillage pareil. Ils ont le temps de faire un peu de photosynthèse. Ils vont s'en remettre. Si jamais vous avez une érablière qui est affectée par du dépérissement, vous voyez que c'est une érablière qui a de la misère puis qu'il y a une épidémie qui commence, les fenêtres où on peut épandre un produit pour protéger nos érables, nos érables et nos essences compagnes, parce que ça n'attaque pas tout le temps juste aux érables, est tôt en été, souvent c'est tôt au mois de mai. Donc, si vous ne repérez pas rapidement les dégâts, puis vous passez la fenêtre où c'est possible d'épandre, c'est-à-dire la fenêtre où la chenille s'alimente, il n'y a rien à faire. La chenille, après ça, elle va tomber en chrysalide. Puis même si vous dépendez d'un produit, elle n'en mangera pas. Fait que, si jamais vous avez des problèmes, avisez votre conseiller forestier tôt, fin avril, début mai, dans la période où c'est le temps de faire quelque chose. Passez ça, c'est pratiquement impossible de faire quelconque action que ce soit.
Mais c'est important pour récolter durant ces années-là parce que la récolte, ça va être un stress supplémentaire sur les arbres autour. Donc, quand il y a une épidémie, on laisse l'épidémie aller. On épand s'il y a un besoin, mais sinon, on laisse les choses aller. Puis si on veut épandre, on peut épandre de la chaux, peut-être fertiliser, mais sans plus. Est-ce qu'on récolte ou pas? Bon, je ne passerai pas longtemps sur les lois et règlements. CPTAQ, en forêt privée, on n'a pas le droit de prélever plus que 25% du volume de bois dans une érablière ou descendre en bas de 180 hectares à l'hectare sans le suivi d'un ingénieur forestier. Dans les milieux humides, c'est interdit de drainer, c'est interdit de chauler aussi. Puis ça fait plein de sens parce que dans les milieux qui sont trempes, les érablières rouges avec plein de freins noirs, puis du bouleau jaune, puis du cèdre, puis quand tu marches, le sol fait flou, flou, flou. Là, le problème, c'est l'eau. Puis vous ne pouvez pas régler le problème de l'eau, c'est interdit de drainer. Puis ces milieux-là trempent, ils ont leur place dans l'écosystème forestier. Ils ont un rôle à jouer. C'est eux autres qui fournissent les moustiques pour le reste de la population. Fait que, non, je fais des farces, mais... c'est ça. Non, je fais des farces. Mais ils ont un rôle écologique important dans la filtration de l'eau potable, par exemple. Ça, c'est le plus important. Et puis, on ne veut pas les drainer. Puis comme le problème, c'est l'eau, c'est la nappe phréatique, si vous récoltez des arbres là, la nappe phréatique va juste monter, ça va empirer le problème. Si vous chaulez, ben, ça ne fera absolument rien. Donc, on ne chaule pas dans ces milieux-là. Puis quand on récolte du bois dans ces milieux-là, on privilégie l'hiver ou les petites machineries pour ne pas faire d'ornières, parce qu'il peut y avoir des amendes si on fait des ornières dans les milieux humides. Puis finalement, ben, il existe plein de programmes d'aide, des programmes agri-conseil, il existe plein de programmes d'aide pour l'aménagement forestier. Parlez-en à votre conseiller forestier avant de rentrer fort dans un peuplement. Des fois, c'est possible d'aller chercher des sous qui sont vraiment intéressants. Petit arbre de décision pour la personne qui tient la scie mécanique. Quand tu rentres dans ton érablière, tu enlèves ta tublure. Bon, avant de commencer à bûcher, là, il y a des questions qu'il faut se poser. Première question, c'est est-ce que j'ai mon fameux 15% d'espèces compagnes ou plus? Si c'est non, est-ce que ces espèces-là sont présentes chez nous? Est-ce qu'il y en a dans mon érablière? Si c'est oui, ben là, à ce moment-là, comme aménagiste, vous avez le devoir de les favoriser. Puis ça veut dire que de temps en temps, il va y avoir un arabe à sucre, puis un tilleul ou un bouleau jaune, un merisier, côte à côte. Puis la décision qu'on prend naturellement, c'est de dire moi, je garde tous les merisiers tant qu'ils ne nuisent pas un arabe. Bien là, de temps en temps, si vous n'avez pas votre 15%, ça va être l'érable à nuit au merisier, va couper l'érable. C'est la décision plate à prendre, mais il faut en prendre de temps en temps. C'est nécessaire pour la santé à long terme de notre érablière. Si les espèces ne sont pas présentes, ben on va chercher à savoir pourquoi il n'y a pas d'essence compagne. S'il n'y en a pas, on va peut-être bien fertiliser, planter, transplanter, ensemencer. J'ai déjà vu des gens qui ont mis des 5 gallons de glands de chêne rouge à Sainte-Praxède. Ils les avaient mis pour les planter. Finalement, il est arrivé 2 semaines plus tard, il n'y avait plus un gland dans les chaudières, puis on envoie des chênes sodo dans son érablière. Les écureuils, ils ont planté, puis ils en ont oublié. C'est pas des farces. Mais l'idée, planter, transplanter, ça fonctionne. Une fois qu'on a nos espèces compagnes, on va savoir, est-ce qu'il y a des arbres qui ont des défauts qui sont à récolter en priorité? S'il y a des défauts majeurs, le classique, un défaut plus qu'une face, pourriture, un champignon, un chancre, avec du dépérissement à cime, on va prioriser ces érables-là ou ces espèces compagnes-là. Le sapin, s'il y en a, puis il y a de la carrée au pied, on va le prioriser lors de la récolte. Puis si il n'y a pas beaucoup de défauts, ben à ce moment-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre notre meilleur sujet, notre meilleur érable ou notre meilleure essence compagne aux 25 pieds environ, puis on va y dégager sa cime. Ensuite, on veut savoir, mais avant de commencer à mettre la scie sur un arbre, y a-t-il de la régénération en dessous? C'est-tu régénéré? Si oui, est-ce que dans ce temps, dans mon érablière est trop forte? Si la densité est correcte, puis c'est bien régénéré, on peut laisser les choses aller. À la limite, d'éclaircir la régénération, mais il n'y a pas urgence de récolter. Puis si la densité est vraiment trop forte, ben c'est ça. On va éclaircir, toujours en gardant en tête notre 15% d'essence compagne et plus, dégager notre meilleur sujet aux 25 pieds. Si on est envahi par une espèce, que ce soit de la fougère, du nerf brun, de la framboise, ben là, on va chercher à régler le problème d'envahissement pour établir de la régénération. Parce que si on coupe, on fait un gros trou de lumière, une grande trouée, puis qu'il n'y a aucune régénération en dessous, c'est sûr que ce n'est pas de l'érable qui va pousser là. L'érable à sucre est performant à l'ombre. En fait, l'érable à sucre et le hêtre sont performants à l'ombre. Au soleil, les peupliers, les bouleaux, les sapins, les épineux, tout pousse plus vite qu'un érable au soleil. Les fougères, les framboises et compagnie.
Donc, on veut les dégager quand il y a de la régénération. Voici une érablière qui est densité moyenne. On voit qu'il y a de la régénération qui est en train de commencer à s'installer. Ce n'est pas pressant de couper dans cette érablière-là, parce que la régénération a 4-5 pouces de haut la majorité du temps. Tant que la régénération n'a pas un pied de haut, là, on ne peut pas garantir qu'elle va survivre à l'éclaircie. Souvent, il y en a que. Des fois, on voit des gens qui disent Hey, j'ai plein de régénération de 3-4 pouces, ils coupent et elle sèche tout. Tant qu'elle n'a pas un pied, elle n'est pas bien établie dans le sol. Donc, on ne peut pas compter sur elle à long terme. Fait que dans un cas comme ça ici, moi, ce que je dis aux gens, c'est attendons encore 3-4 ans. Puis si on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de régénération de plus que 2-3 pouces, ça ne pousse jamais cette régénération-là. Ben à ce moment-là, on va regarder dans le sol. Est-ce que notre sol est assez fertile pour l'érable ou la graine elle germe, puis du moment qu'elle touche au sol, elle ne tripe pas pantoute puis elle sèche. Ça, c'est la même érablière d'une éclaircie. On voit que la trop ici, ça a été récolté. Je ne sais pas si vous voyez un peu quand même. Là. C'est de la fougère qu'il y a partout à grandeur en dessous. Il ne pousse pas d'érable. On a récolté trop tôt. Inversement, ça, c'est en dessous des érables. Ça, c'est tout de l'érable à sucre. Quand on arrive là-dedans, puis qu'on dit va faire les fuites, dans notre cas, ça, c'est chez nous. On est à Chaudière dans ce coin-là. Puis on se bat tout le temps à savoir qui va ramasser Chaudière-là. Tant que les érables n'ont pas 1 pouce de diamètre, ce n'est pas nécessaire d'intervenir. Parce qu'on veut que les érables poussent en hauteur le plus possible. On ne veut pas qu'ils fassent de branches basses puis de fourches. Par contre, quand on se retrouve dans un cas comme ça, où c'est impossible de marcher, on va en garder une aux 4 pieds, des érables de 1 pouce et moins, juste pour être capable de circuler, mais on veut garder une compétition forte pour qu'à long terme, on ait des beaux arbres droits. Et ces arbres-là sont encore aux 4-5 pieds, 6-8 pieds dans certains cas. Il y en a quelques-uns c'est une érablière que j'ai déjà montré, ou qu'on a déjà montré, mais ces arbres-là, il y a une éclaircie qui est due présentement. Ils ne sont pas éclaircis assez fort, mais ils ont poussé droit, puis ils n'ont aucun défaut. Les fourches sont à 15, 20, 30 pieds dans les airs. Donc, c'est de bons futurs érables. Puis la raison pourquoi ils ont poussé en hauteur comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de compétition autour. Puis ils n'ont pas gardé le branche basse, parce que ce qu'on sait, c'est que s'ils gardent le branche basse, les érables, à un moment donné, ces branches basses-là, ils vont casser, ils vont tomber, parce qu'ils n'auront plus de lumière, les branches vont sécher. Ça fait des belles portes d'entrée pour des défauts, des caries, des champignons, des phaques, etc. Rappel, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, on évite de récolter en période d'épinépidie sec ou sur les sites qui sont humides. Les sites qui sont humides, on risque juste de faire monter la phréatique et d'aggraver le problème. Et puis, des d'insectes, on risque juste de créer un stress supplémentaire et de provoquer indûment la mort de certains érables. Les chicots, ça, c'est un débat qui est dans bien des familles. Est-ce que les chicots, on les garde pas? Puis à partir de quelle hauteur on les garde? On ne veut pas de chicots dangereux dans nos érablières. Des chicots avec des grosses branches, là, des gros bouleaux jaunes là, qui ont séché, là, puis qui ont des branches grosses comme ça, puis que quand tu les touches, ils branchent sur 4 bords en même temps. Là. C'est dangereux, on ne veut pas les garder. Ce qu'on va privilégier les chicots, comme chicots, c'est les chicots qui sont de gros diamètre, qui sont solides, puis qui ont des signes d'occupation par la faune. Ça peut être des trous de pic, ça peut être des nids, ça peut être, des fois, on voit ça, des paquets de noix, des glands de chêne sous des branches, des occupations par des rongeurs. Et puis, on va privilégier les champs qui sont loin des infrastructures. Pas les champs, les chicots, excusez-moi, qui sont loin des infrastructures. Parce que c'est important écologiquement d'en garder. Ça garde les pics-bois et les prédateurs des insectes dans nos érablières. Mais on ne veut jamais en garder un au détriment d'un main ou d'une station de pompage et tout ça. Voici un exemple. Ça, c'est un chicot sur terre de Domtar. Ils disaient qu'ils autres, c'était des chicots, mais on voit très bien que c'est une scie mécanique qui ont aussi avec une multi. Puis on dit, ça, c'est un chicot, c'est bon. Il n'y a aucun signe d'utilisation de la faune. C'est pas méchant de laisser ça, mais dans tous les cas, je vais préférer un cas comme ça où il y a des trous de pic, clairement. Il y a des nids. Souvent, quand vous voyez les trous de pic, le grand pic, là, lui, le plus gros de la gang, qui fait des longs trous. Là. Les trous, souvent ovales, c'est des trous d'alimentation, puis les gros trous ronds, c'est des trous pour des nids. Puis souvent, même quand ils ne sont pas occupés par des pics-bois, souvent, il y a d'autres animaux et d'autres oiseaux qui vont s'en servir, donc c'est intéressant pour la faune. Et puis, les fameux, quand vous trouvez des nids d'oiseaux, ou, encore une fois, ça, c'est l'exemple des trous de pic, puis ils sont remplis de cocottes, là. Ça veut dire qu'ils sont utilisés. Fait qu'on essaie d'en garder quand ils ne sont pas dangereux. J'ai dépassé. On va partager la responsabilité. Fait que ça conclut la présentation. Un gros merci pour votre écoute. J'espère que c'était intéressant. J'ai parlé vite, mais c'est ça.
Ça fait partie de la game. Y en a-tu qui ont des questions? Oui. Des fourches, oui. Si la fourche, si à la fourche, le bois, il y a moins que 5 cm, moins que 2 pouces et demi, là, vous allez le couper, puis il n'y a pas de risque qu'il se fasse de la carrée ou que ça pourrisse. Fait que vous pouvez garder une des deux tiges. Plus vous le faites tôt dans la vie d'un arbre, là, mieux l'arbre va s'en remettre. Là. Dès qu'il y a 4 pouces et plus, on ne touche plus à ça, il est trop tard, on les laisse aller. Mais je dirais en bas de 4 pouces, si vous faites une belle coupe franche, oblique, pour que l'eau s'égoutte, souvent, on va réussir à s'en réchapper. Puis on ne laisse pas de moyons, on les coupe juste. Souvent, il y a un bourrelet là, à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a une forme de cône, mais après ça, la branche devient de droite, elle maintient son diamètre. Bon, on va la couper juste après le bourrelet. Oui, oui, oui. Non, oui, toutes les arbres le chêne, souvent, on le voit en ville ou en champ. Puis en champ, il fait des grosses cimes. Si vous plantez un bouleau jaune en champ, il va faire un érable en champ va faire une méchante cime. Avec la compétition, là, tous les arbres vont faire un port qui se ressemble quand même. Puis il n'y a aucun risque envahissant à mettre des espèces compagnes. La seule espèce compagne feuillue qui a tendance à être envahissante, c'est le hêtre. C'est le seul qu'on va vouloir gérer l'abondance. Ça fait plaisir. Oui, oui. Moi, j'utilise, je vais l'appeler, là, iSeek, là, ISEEK. Il y a iNaturalist aussi qui existe. Il y en a plusieurs. Là. Moi, j'utilise iSeek, là, c'est que j'ai pas mon cellulaire avec moi, mais que c'est une feuille, je pense, le logo de l'application. Ça fonctionne bien. C'est sûr que tu ne réussiras pas. On n'identifie pas tout avec ça parce que des fois, ça prend la feuille, le fruit pour identifier quelque chose, mais en ayant plusieurs photos avec l'application, puis des fois Internet, moi, le soir, je regarde les photos, j'ai dit ça, je n'étais pas sûr c'était quoi, puis tu vas le trouver. Là. Est-ce que ça a été intéressant en passant pour la majorité? Là? C'est un sujet qui est dur à couvrir, là, mais